Bonsoir à tous, c'est avec le même plaisir qu'on se retrouve pour parler des sports et vous êtes bien sûr à Sport 3. Ce soir, on parlera du basketball, on parlera également de la signature de convention du PNP avec le ministère des Sports et des Loisirs. On parlera également de la Super League qui fait bouger beaucoup de lignes actuellement au niveau international et c'est avec les décodeurs qui sont déjà sur ce plateau. Bonsoir Ibé. Bonsoir Assami, bonsoir à tous. Bonsoir Ibrahim Dianda qui s'y sont le tour. Bonsoir Assami, bonsoir à tous les décodeurs, bonsoir à tous les téléspectateurs également. Bonsoir Assami, bonsoir à tous les téléspectateurs. Bienvenue, surtout à Dianda. Merci. Je crois que mon absence donc, a fait beaucoup jaser, surtout mon ami d'en face qui donnait des raisons qui n'en sont pas vraies, mais bon, je crois qu'avec le temps, on aura l'occasion donc de remettre donc, les pendules à l'heure. Exactement, en tout cas. Sauf qu'il a pris la place d'Issaka. Évidemment. L'éternel abonné désormais aux absences, ouais, donc c'est normal. Il part à la chasse, perd sa place. Voilà. Alors on se retrouve juste après ce jingle. Voilà, et on débute avec le basketball avec l'association sportive AS Macadam qui a initié une compétition dénommée le 3x3. Le but est d'apporter sa touche à la promotion de cette filière du 3x3, mais aussi la cohésion et le partage. On suit ce reportage signé Yacinthe Sawadgo. Des concours de tir, de dunk et la finale hommes et dames en basket ont permis aux participants à ce tournoi de basketball 3x3 de se mesurer. Cette filière 3x3 a été labellisée aux Jeux de Tokyo 2020 comme un événement urbain le plus attrayant. Pour le directeur sportif de l'AS Macadam, ce tournoi a tenu toutes ses promesses. Pour une première édition, en tout cas, je suis plus que satisfait. Je suis très satisfait également. Vous avez pu voir l'engouement également autour du 3 contre 3 ce soir. Et c'est une première également en matière de sérieux et d'organisation de ce genre de tournoi 3 contre 3 parce que la plateforme a été créée sur FIBA déjà pour le rendre professionnel. Il faut dire aussi que le 3 contre 3 a une spécificité parce que ça permet au pays de Burkina Faso de gagner en termes de points pour se hisser en fait au sommet. Et les joueurs individuellement qui participent également au 3 contre 3 gagnent des points. Ce tournoi a eu l'accompagnement du consul honoraire de l'État d'Israël au Burkina Faso. Son représentant s'est dit satisfait et s'engage à accompagner les organisateurs dans les années à venir. Nous sommes satisfaits d'accompagner cette première édition du basket Lipopo 3x3 parce que c'est une activité qui, au-delà de l'aspect éducatif, apporte aujourd'hui aux jeunes burkinabés de la discipline et de la prise de confiance en soi. Le gouvernement israélien, à travers le consulat, en sponsorisant l'activité, se veut dans cette continuité-là, parce que c'est une bonne activité. Voilà. Et on est là, on va encourager cette activité. En finale dames, Family s'est imposée par 8-2 à Full Star. Power Banyan King par 8-3 dans l'autre finale homme. Le concours de tir à 3 dames a été remporté par Séraphine Soumet et celui des hommes remporté par Raouf Ouedraogo. En concours de dunk, c'est Samir Ouattara qui est sorti champion. Family repart donc avec des maillots, une enveloppe financière et les trophées, ainsi que pour Power en finale homme. Rendez-vous est donc pris pour la prochaine édition. Voilà, un reportage signé Yacinthe Sawadgo. Et le basketball qui, avec cette compétition, commence déjà à lancer les hostilités. On sait qu'avec cette nouvelle fédération, il n'y a pas encore de championnat Salambéré. Oui, c'est pas qu'il n'y a pas encore de championnat. Ils ont lancé le championnat, je crois, il y a 2 ou 3 semaines de cela, avec les petites catégories. Et successivement, ils disaient qu'ils allaient enclencher avec les différents démarrages des différentes catégories. Je crois que c'est en cours et ce 3x3 qu'on vient de suivre, c'est vraiment pour encore donner de la compétition pour ce que vous savez que le basket est resté pendant longtemps inactif et bon, pour reprendre c'est souvent difficile, voilà pourquoi ces différents promoteurs souvent organisent des différentes activités sportives, notamment le basket, pour encore lui donner
vraiment de la vivacité aux jambes et surtout aux mains. Oui, on peut dire que cette compétition, c'est comme une mise en jambe par rapport au championnat national, Ibé. Oui, on peut prendre ça comme ça, surtout que ça vient comme une fondation donc pour lancer la compétition. Salambiri donc parle du lancement de petites catégories, mais ça reste tout de même aléatoire par rapport aux grands enjeux qui sont bien évidemment liés donc à la fédération du basketball. Mais là c'est un tournoi et il faut que je l'avoue, je suis très admiratif du promoteur parce que c'est un monsieur que je suis depuis quelques années. Il donne toute sa vie donc pour le basket et là c'est une discipline donc il est en train dans la grande famille de basket qu'il est en train de promouvoir. Et là c'est une grande première, on dirait pour un coup de chef, véritablement se fait un coup de maître, on va le dire bravo à lui et surtout que c'est une compétition qui est basée donc sur des valeurs dont nous souhaitons partager tout ce qui sont les valeurs de partage, de cohésion et d'intégrité. Ça a été relevé donc par les organisateurs et vraiment on va dire véritablement bravo. C'est une initiative donc qui mérite d'être saluée à sa juste valeur. C'est vrai que quand il y a des compétitions de ce genre, les pratiquants du basketball peuvent en tout cas se mettre quelque chose dans la jambe avant effectivement le début du championnat. Quand ça se multiplie, pendant le championnat, on voit de vrais gestes et la mayonnaise prend rapidement. C'est vrai que quand on peut avoir une bonne fédération qui marche quand on n'a pas des grandes ligues qui fonctionnent de façon autonome et qui arrivent donc à organiser à leur sein des petites compétitions. Également, si au sein de ces ligues, on a des clubs qui peuvent donc arriver donc à organiser des petites catégories de ce genre, ça ne peut donc qu'ajouter donc la pierre à la pierre. Et quand on suit un peu le reportage, on voit que c'est vrai, il réussit donc à mobiliser pas mal de personnes autour donc de son activité et également pas mal de sponsors autour donc de cette activité. Ça montre également que quand on met du sérieux, quand on a envie de faire quelque chose et quand on travaille d'être en cohésion avec un certain nombre de personnes, on peut arriver donc à avoir du succès. Donc à ce niveau, je pense que c'est vraiment une bonne chose, une bonne initiative donc de le faire. Et Salambiri a relevé un aspect ici qui est assez intéressant, c'est-à-dire que la fédération a son calendrier qu'il est en train de suivre, mais à côté des clubs également ont des petites je dirais compétitions qu'ils font de façon parallèle, mais qui va contribuer également au même objectif final. Donc c'est d'encourager également les pratiquants là à la tâche, encourager les autres clubs qui peuvent également le faire, même si on n'a pas forcément les mêmes sponsors que réunir 2, 3, 4, 5 clubs pour un mini tournoi de 2 jours avec le peu de moyens qu'on a. Je pense que c'est faisable. Il ne faut pas forcément tout attendre peut-être de la Fédé, du ministère et tout. Donc c'est petit à petit comme ça qu'on arrive donc à se donner. C'est vrai que dans le championnat national, il n'y a pas de compétition de 3x3 en Salambiri. Non, en fait, vous savez, le 3x3, c'est ce qu'ils appellent encore le ripopo. D'accord. En fait, c'est pour encore solidariser vraiment les amis. Ça se pratiquait déjà aux États-Unis. Ça se joue entre potes. En fait, vous arrivez sur un plateau de basket, il n'y a pas assez de joueurs et vous n'avez qu'un seul cerceau qui marche. Donc vous ne pouvez pas jouer avec 2 cerceaux. Vous utilisez un seul cerceau et vous répartissez en 3 amis. Voilà, c'est entre potes. Oui. 3 amis contre 3. Voilà, 2 groupes de 3-3 et vous jouez cette compétition. Le Burkina l'a expérimenté et je crois que on a pris part au championnat de 3x3, je crois à Lomé ou au Nigeria, où bon vraiment la mayonnaise n'a pas encore pris. On est quand même pas sorti bredouille quoi. Mais en tout cas c'est pour dire que la compétition a vraiment sa raison d'être. Parce que dès lors que vous finissez ce ripopo là, on voit qu'il y a une certaine complicité, une certaine cohésion qui se crée entre. C'est là-bas qu'on tente tous les gestes. Voilà pourquoi ils appellent ça le ripopo. On tente tous les gestes et vous allez voir qu'au cours des matchs, ce sont les mêmes gestes qui seront répétés et pour bien sûr le bonheur de leur équipe. Je connais bien Alain Traoré qui est l'entraîneur de Macadam qui a remporté à plusieurs reprises le championnat de petite catégorie. Je crois qu'il a eu même l'apport de ses anciens
anciens joueurs, je parle d'Ivan Ouedraogo, qui joue du côté des États-Unis, qui est venu apporter sa touche à la pierre. Je crois que c'est salutaire. Il faut encourager ce genre d'initiative. En tout cas, bon vent en tout cas à l'association AS Macadam pour la promotion du basketball. Le basketball qu'on va suivre en tout cas au cours de cette saison, puisque le lancement du championnat national est effectif. Donc on attend en tout cas le début des matchs. Voilà. Donc on poursuit avec cette signature de convention entre le ministère des Sports et des Loisirs et l'entreprise PNP Sport Consulting, dirigée par les anciens internationaux Jonathan Pitropa, Abdulaziz Nikiema et Madi Panamtigri. Cette structure sera chargée de préparer les sorties des étalons, toutes catégories et disciplines confondues. La signature de convention est intervenue la semaine dernière. Suivez ce reportage avec la voix de Fatimata Nikiema. Désormais, la structure PNP Sport Consulting, qui a pour mission d'organiser les sorties des étalons du Burkina, quelle qu'en soit la discipline. Elle aura pour tâche de faire le choix des sites d'hébergement, des adversaires pour les matchs amicaux de la section football, des conseils et autres. Une signature qui prend effet à partir de ce lundi 19 avril 2021. Dorénavant, c'est eux qui vont s'occuper d'identifier les lieux où on va héberger l'équipe, là où on va faire nos stages, s'occuper de la question des terrains d'entraînement, des cars pour transporter les joueurs de l'aéroport jusque dans leur lieu d'hébergement. Et c'est une opportunité pour nous de responsabiliser les joueurs qui, en fin de carrière, au regard de leur expérience et de leur vécu dans le domaine professionnel, peuvent apporter beaucoup et à la résolution de ce problème qui a beaucoup empoisonné la vie des équipes nationales. Et la convention, c'est au niveau de tous les sports. Ce n'est pas seulement le football. C'est-à-dire que dorénavant, lorsque une équipe nationale va aller à l'extérieur et qu'on a besoin de s'assurer des conditions d'hébergement, PNP sera contracté donc pour aller prendre les dispositions pour trouver les meilleurs hôtels, les meilleurs sites d'entraînement, les meilleurs moyens de transport. PNP est né d'une collaboration entre Jonathan Pitropa, Abdulaziz Nikiema et Madi Panamtigri, tous anciens internationaux, en vue de venir en aide aux sportifs. Fort de leur expérience, ces trois Burkinabés ne se limitent pas qu'au rôle de précurseurs. Selon Jonathan Pitropa, les jeunes pourront se référer à la structure pour des conseils ou d'intermédiaires pour des transferts. Si on dit PNP, P c'est Pitropa, Nikiema et Panamtigri, donc c'est des joueurs qui étaient toujours à côté de moi, qui ont voulu quand même à tout moment m'accompagner sur d'autres projets et je sais que c'est des personnes aussi qui ont envie d'apporter leur expérience et l'idée est née comme ça de créer un sport consulting. Pour déjà, c'est pour travailler dans le transfert et le placement de joueurs. Nos services, c'est le conseil, la formation, parce qu'on pense qu'on peut faire des séminaires sur l'économie du sport pour l'organisation des fédérations ou des clubs. Et il y aura aussi l'image patrimoine des sportifs, parce que nous, ce qu'on veut vraiment faire, c'est pas que des footballeurs, mais on veut travailler beaucoup plus dans le sport et on pense pouvoir apporter notre expertise et notre vécu, notre expérience dans tout ce qu'on a pu voir en Europe. Cette activité était menée auparavant par le franco-marocain Sébastien Ranka. Selon le ministre des Sports, aucun document formel ne lie Sébastien au ministère. Par conséquent, PNP Sport Consulting est la structure légale habilitée à exercer ce travail à présent. J'ai fouillé, j'ai cherché au niveau du ministère, puis au niveau de la fédération. Je n'ai pas vu de contrat qui liait le Burkina Faso à M. Sébastien Rank. Voilà. Devant ce vide et devant le besoin que moi j'avais de s'assurer que notre équipe nationale va être entourée par des personnes très avisées à même de faire un travail de pointe. J'ai donc reçu la proposition donc, de PNP, on a échangé et après discussion on a convenu donc de signer cet accord. Donc Sébastien Rank, c'est un épisode qui est terminé. Et dorénavant, en tout cas ceux qui sont en charge de l'hébergement des étalons, c'est la société PNP. Ce contrat a pour durée 1 an et les premiers défis de cette nouvelle structure seront l'organisation des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022.
Voilà, une nouvelle structure pour apporter de l'aide aux étalons du Burkina Faso en matière d'hébergement, mais aussi de conseils, formation, séminaires et images patrimoine. En tout cas, c'est la structure de Pitropa, Jonathan Pitropa, Aziz Nikiema et Madi Panamtigri. Alors, est-ce une structure qui arrive après nommer pour réorganiser les sorties des étalons, Ibé? Alors, il faut dire que de façon formelle, oui, parce qu'effectivement, c'est une structure donc, qui arrive et qui donne un cadre légal à tout ce qui se faisait autour des étalons en termes de management, en termes de démarches, en termes de percussion. On a cité le nom de Sébastien Rang. On est quand même étonné de savoir qu'effectivement, il n'y a rien de formel donc qu'il y ait ce monsieur à la fédération ni au ministère. Donc, si vous voulez aller vers le professionnalisme, naturellement, donc il faut partir vers les accords. Donc, ça permet donc l'existence de la transparence, surtout quand on est gestionnaire de la chose publique. Et dans la démarche, moi je trouve que c'est bien. Mais également, l'attribuer à une structure nationale, c'est aussi salutaire. Vous savez, c'est aussi cette façon de reconnaître les efforts que les uns et les autres ont fait pour le pays. En l'occurrence, Pitropa, Aziz Nikiema, donc qui refait surface parce que lui, il était disparu depuis un moment donné, on n'entendait plus parler. Panamtigri, lui, il était toujours dans le paysage. Il n'était pas loin, mais il est quand même dans le paysage. Et là encore, ici, c'est des gens véritablement donc, qui veulent s'affirmer. Et moi, je pense que dans la démarche de la reconnaissance, c'est quand même quelque chose de bien. Maintenant, quand on va au fond, il y a les prérogatives donc, qui sont pour la structure, on parle de consulting, de placement des joueurs, formation, séminaire en plus. Ça c'est bien dans la reconversion. Maintenant, quant aux autres aspects, préparer les étalons et tout, les voyages des équipes et surtout les autres équipes nationales, je me demande si la structure a l'expérience nécessaire donc pour mener une telle mission. On attendra de voir véritablement sur le terrain, mais j'ai peur aussi que ça ne crée à un moment donné des conflits d'intérêt parce que Pitropa vient de quitter l'équipe nationale il y a à peine un an. Voilà, on sait qu'il y a encore des camarades donc, qui sont à l'équipe nationale. Comment est-ce que cette nouvelle donc, sera accueillie par ces gens qui sont toujours à l'équipe nationale? J'ai peur qu'à un moment donné son travail ne soit saboté à l'interne. Mais quand cela nous tienne, moi c'est des initiatives donc, que je salue, que j'encourage et j'espère donc qu'ils seront à la hauteur donc, de la mission qui leur a été confiée. Oui, justement, être à la hauteur alors que c'est toutes les disciplines confondues Dianda que cette société PNP est chargée de diriger. Est-ce que ça sera possible avec des jeunes, en tout cas anciens internationaux qui viennent de raccrocher? Ça va être difficile, ça va être difficile parce que quand on parle de toutes les disciplines, c'est vrai que on voit beaucoup plus le foot et le cyclisme qui sortent beaucoup, où c'est un peu médiatisé. Pourtant, toutes les disciplines sortent. Les sports de combat, les gars sortent, même si souvent c'est 3, 4, 5 personnes qui partent. On a peut-être les mini-championnats avec les éliminatoires, surtout pour les sports également de mer, hand, basket et tout. Donc ça veut dire que chaque mois, il y aura du travail à faire. C'est-à-dire que c'est pas peut-être comme pour si c'était les étalons football seulement, attendre des regroupements et tout, mais à chaque fois, il y aura donc du travail à faire. C'est pas à la même échelle, mais il y aura du travail à faire. Donc j'aimerais tout d'abord saluer l'initiative de la création de cette structure. C'est vrai que ce sont des gens, dès qu'ils raccrochent, on a la chance que nous faisons face à des nouveaux types donc, de footballeurs. Oui. Donc dès qu'ils jouent, ils raccrochent immédiatement. Ils avaient déjà eu le temps de penser ce quoi ils vont faire après leur retraite. Voilà, donc beaucoup donc commencent même à faire des diplômes d'entraîneur pendant qu'ils sont toujours en activité, préparent la retraite. Mais on voit que dès qu'il a arrêté, avec ses amis, ils ont mis en place une structure. Et voilà donc pour conseiller, former et tout. C'est ce qui manque également à notre sport ici, parce que nous on parle toujours de professionnalisation. On a des ambassadeurs qui ont été ailleurs, qui ont suivi, quoi qu'on dise, on a joué dans des grands clubs, on a vu un peu comment ça fonctionne et qu'on a pu prendre des cours, on a pu peut-être suivre beaucoup de choses. Pourquoi pas ne pas l'amener chez vous et former également les acteurs locaux, les mettre à niveau. À cela, je dis bravo. Deuxième aspect où je m'allie un peu avec
IB, c'est que c'est un peu nouveau. Je me demande, est-ce qu'ils avaient déjà eu un autre contrat de ce type ou bien peut-être un autre contrat peut-être de ce genre, parce que quand on parle de négocier les hôtels, oui, les contrats, les hébergements et autres, mais où j'ai un peu peur, c'est surtout on dit de négocier surtout les matchs amicaux avec des pays, parce que c'est là également c'est souvent rompu à des managers, souvent des intermédiaires qui ont des contacts avec certains d'autres managers, parce que c'est des managers également qui le font, des présidents de fédération, certaines personnes influentes. Est-ce que cela va pas être difficile, parce que c'est un nouveau monde également pour eux. J'étais dans le football, ils jouaient, ils se concentraient à ça et autres, mais est-ce que dans ce sens ça va vraiment être facile? C'est là un peu mon inquiétude. Sinon que ce que le ministère a fait, c'était un élan, c'est bien. Le contraire peut-être aurait, si on avait découvert que peut-être le PNP, des P3PA et autres avaient déposé peut-être pour soutenir la fédération, et que peut-être une tierce personne, à la personne de Range peut-être était en compétition, on pouvait dire ben voilà, on aurait dû prioriser l'expertise locale. Oui. Mais là, je crois que c'est une bonne chose du ministère, mais également une pression sur ces joueurs-là, ces néo-retraités, de mettre tout le sérieux qu'il faut, quand on sait que souvent ce n'est pas facile. Et moi, une dernière inquiétude, c'est surtout l'association de trois. Parce que souvent quand on est seul et qu'on met tout le sérieux et qu'on sait qu'on a souvent une certaine pression, on se donne à fond jusqu'à un certain niveau. Mais quand on est un peu avec 2-3 personnes, souvent on ne sait vraiment pas qui fait quoi et tout, et les gars n'ont pas souvent le même degré d'implication et ça cause problème. L'exemple typique, c'était l'exemple de Kadash Koul, où P3PA était avec Wilfried Sanou. On a vu comment ça a terminé. Ça a terminé finalement par une mésentente même entre les deux amis. Donc c'est pour dire que à ce niveau, j'ai un peu peur, mais j'espère, et je parie quand même, j'ai le vœu que ça puisse marcher et qu'on puisse renouveler, parce que nous on attend beaucoup que les étalons commencent à titiller certaines grandes nations pour des amicaux. D'accord. Voilà, et pour la suite. Quand j'écoute Salam et Ibe Dianda, j'ai l'impression qu'il faut un grand travail en tout cas dans cette structure-là pour mieux gérer cet aspect qui est d'organiser en tout cas les déplacements des étalons. Voilà. Et là, est-ce que cette structure va pas plus se pencher vers le football, à mon avis? Oui, bon, si vous dites ça, c'est peut-être parce que le football a beaucoup plus d'activités que les autres disciplines. Quand on regarde dans l'aspect du sport burkinabé, vous voyez que c'est les footballeurs qui sortent le plus. Les autres disciplines, si peut-être le cyclisme ou par moment la boxe, bon, le handball aussi commence à sortir. Ils ont participé à la Coupe du Monde en Espagne là, il y a 2 ans de cela, je pense. Mais je crois que c'est pas du tout, parce que là cette tâche était commise à une seule personne. Vous avez vu, il y avait M. Rang, après il y avait Maya au temps du colonel Yak. Malheureusement, c'était pas formalisé. Le fait que le ministère ait pu vraiment formaliser ça, ça donne beaucoup plus de professionnalisme dans le métier. Diana parlait de mésententes qui pourraient peut-être survenir, mais je me dis non, parce que P3PA, on lui a posé la question où il dit que l'histoire avec Willy, bon, c'était voilà, c'était l'inexpérience. Eux, vraiment, ils n'avaient vraiment pas d'expérience, ils fonçaient comme ça tête baissée. Mais là, ils ont vraiment acquis de l'expérience. P3PA a dit que pendant qu'il jouait déjà, il avait un certain nombre, parce que il y avait cette vision-là de vraiment se reconvertir à cette tâche de manager. Voilà. Il a noué des contacts avec un certain nombre de clubs, de pays. En tout cas, il a un carnet d'adresses assez fourni. Et Aziz Nikiema, comme vous le savez, il est également en France. Il prépare un diplôme d'entraîneur, je crois. Sauf peut-être Madi Panantigri qui est. Mais tout compte fait. Il prépare un diplôme d'entraîneur. Mais tout compte fait. Ces 3 personnes, je me dis que ça serait une synergie d'action qui va beaucoup plus, vraiment donner beaucoup plus de latitude. Ça serait un peu relax, sauf, même si c'était une seule personne. Mais est-ce que c'était pas mieux de se concentrer que sur le football? Non, pas forcément. Je crois que le ministère a voulu raccourcir les tâches et je crois que c'est bien. Et même si c'est à leur premier contrat, comme relève l'inquiétude de Dianda,
Je crois que c'est un risque utile que le ministère prend. Déjà donc de soutenir, et vous voyez qu'ils ne sont pas allés loin dans le contrat, c'est juste une année pour l'expérimentation. Donc si au bout d'une année ce n'est pas concluant, alors le contrat est résilié, on passe à autre chose. Et moi je pense que c'est un risque utile que le ministère a pris avec cette structure PNP. Il a parlé de la cogestion avec les autres partenaires, mais quand vous écoutez Pitropa dans son interview en filigrane, il dit que c'est une idée et les autres ont voulu m'accompagner. Donc forcément il se dégage comme étant le leader de la structure, et les autres sont des gens qui sont venus apporter aussi de par leur expérience, parce que c'est des gens qui ont connu l'international, ils ont des carnets d'adresses qui peuvent être utiles bien évidemment à la structure. Vous avez voulu donc qu'ils limitent ça au niveau du football. Et je crois que c'est des gars quand même qui ont un aura qui les permet d'avoir même une influence sur les autres disciplines. Voilà. Vous prenez Pitropa, au niveau de la boxe, personne ne vous dira à l'international qu'il ne connaît pas Pitropa. Vous prenez les handball, les tout et tout, ils vous diront qu'ils connaissent Pitropa. Donc, de par son aura, il y a des portes qui vont s'ouvrir naturellement à lui, et moi je pense que ce n'est pas de trop. Et le ministère, à mon sens, n'a pas mal fait de le confier toute la latitude d'organiser donc les déplacements de tous les étalons, toutes disciplines confondues. Non, mais pour moi, ça allait être beaucoup plus efficace si vraiment chaque fédération s'engageait vraiment à signer les contrats avec cette structure-là. Et que le ministère des Sports s'engage vraiment à signer ce contrat, parce que quand il y aura problème, la fédération ne sera pas pointée du doigt, c'est vraiment le ministère qu'on va pointer du doigt. Mais vraiment, c'était pas possible d'associer les fédérations. Le fédération n'a rien à voir dedans. Vous savez, c'est une mission qui est dédiée au ministère, les missions de percussion, de tout ce que vous voulez là. Ça, c'est des missions qui sont dévolues au ministère. Maintenant, le ministère a besoin des gens qui ont un carnet d'adresses très fourni, des gens qui ont fait le tour d'horizon du monde et qui connaissent le monde plutôt comme leur poche, donc pour mener à bien ces missions-là. Et moi, je trouve que le ministère ne fait pas mal. Il suffit donc d'expliquer aux différentes fédérations la démarche, et lorsque vous avez un besoin quelconque, ça passe forcément par le ministère et ils agissent au nom de compte de cette fédération. Parce qu'on a vu qu'on a eu souvent des soucis à ce niveau. Par exemple, je prends un exemple. Il y a eu une époque où on devait aller jouer dans tel pays. On passe toujours par les ambassadeurs. On passe par l'ambassade qui n'a pas forcément un attaché sportif et tout, comme au niveau de la culture ou au niveau de trucs. Voilà. Donc c'est à ce niveau, peut-être le premier conseiller, tout. Mais on n'a pas des ambassades dans tous les pays. Souvent on part dans un pays, on prend par exemple l'Argentine. Notre ambassade qui s'occupe de l'Argentine est au Brésil. Il faut forcément que celui qui est là-bas contacte des gens pour essayer de trouver des trucs. Et ce n'est pas toujours facile. Mais je me dis qu'un Jonathan Pitropa, à ce niveau, il a quand même des contacts. Facilement, il appelle peut-être quelqu'un de sérieux. Et au bout du fil, si vous avez Jonathan Pitropa, quand même, il y a beaucoup plus de sérieux qu'un citoyen lambda peut-être qui vous appelle au téléphone ou par internet, qui dit qu'il veut peut-être une chambre d'hôtel, oui, 2, on peut comprendre. Mais quand on parle d'une équipe, vous comprenez que c'est carrément une organisation, votre hôtel réservé, tout ça, il y a le risque un peu. Mais quand il y a des grands noms quand même qui viennent, qui arrivent, facilement, il y a le sérieux qui est là. À ce niveau, je pense que les fédérations n'ont pas à faire ça, c'est pas leur rôle. À la limite, parce que c'est le ministère qui organise les voyages, c'est le ministère qui fait tout. Et quand ça ne marche pas, on sait souvent, facilement, ils jettent un peu l'antenne sur le ministère. Même les équipes qui sortent en campagne africaine, le ministère n'a pas pris la disposition. On a vu avec ASFB, Coton Sport de Garo à l'époque, toute la telle cacophonie qu'il y a eu. Mais s'il y avait une bonne suivi quand même qui avait préparé ce voyage-là, on n'allait pas faire on n'allait pas avoir ces discussions. Donc, la nécessité d'avoir une structure assez prompte, expérimentée pour faire ce boulot est là. Maintenant, c'est à eux maintenant de se mettre à la tâche, parce que l'Afrique aussi, c'est vrai, mais il faut que, même si on doit aller vers du côté donc, de l'Australie, qu'on puisse avoir un contact à partir de... Ah oui, on parle de transport à l'interne. Je crois que, en tout cas, beaucoup de sociétés seront contents donc d'associer leur image donc à l'image de Jonathan Pitropa. Lorsque c'est Pitropa qui vous contacte, c'est quand même le meilleur joueur de la CAN 2013, c'est un événement mondial. On connaît ce qu'il représente pour le football africain aujourd'hui. C'est une des icônes de football africain, et moi je pense que son aura à lui tout seul peut lui faciliter ouvrir beaucoup de portes justement. Dans le reportage, je l'ai entendu parler d'image patrimoine, oui.
ici, il veut parler des joueurs qui sont à la retraite et qui ne sont plus encore sur les projecteurs. Et là, c'est pour organiser peut-être les sorties des joueurs ou les jubilés. Est-ce que c'est pas un fait qui va être assez important pour ces joueurs qui vont raccrocher? Je n'ai pas compris la question. En fait, l'image patrimoine que Pitroapa veut parler, est-ce que c'est pas de rendre hommage, en tout cas à ces joueurs qui raccrochent et qui ne sont plus vus sur les projecteurs? Compris? Non, moi, je ne sais pas si j'ai compris également. Allez-y. Mais moi, je trouve que Pitroapa parle de la gestion du patrimoine parce que, vous savez, un certain nombre de nos anciennes gloires qui, vraiment, à la retraite, n'ont plus vraiment rien. C'est des gens qui souffrent tellement. Comme il y a certains également qui prennent leur retraite et qui gèrent quelque chose. Je crois que cette structure-là, cette agence PNP, pourra concilier les deux jeux pour équilibrer les choses. Si vous avez de gérer l'après-carrière. Voilà, l'après-carrière. C'est pour gérer l'après-carrière. Si vous avez vraiment un retraité qui vraiment n'arrive pas à s'en sortir dans la vie, cette société pourra peut-être l'aider vraiment à s'en sortir au lieu de errer peut-être dans les rues. C'est ce qu'il a dit. Il a dit que notre structure qui est là, c'est pour des formations, des conseils auprès des jeunes également. Parce que la carrière après retraite, ça ne se prépare pas quand on est à la fin de la retraite. Donc c'est au début plutôt de la retraite. Donc je crois que pendant qu'on est en activité, je suis sûr que peut-être Pitroapa avait cette idée de création depuis peut-être plus de 5 ans et il en a peut-être fait des formations parce que quand je l'écoute parler, c'est quand même pas le... Oui, parce qu'on sent quand même qu'il y a quelque chose d'académique dans ses propos. Voilà, il parle, les mots sont assez bien placés, on sent quand même qu'il y a quelque chose d'académique, on sent qu'il a fait quelques études là-dessus, il est à l'aise quand il parle. Donc ça veut dire que la gestion de carrière, le conseil, le placement des joueurs, parce que tout n'est pas donc de placer. Il y a également souvent, nous on sait qu'ici quand les joueurs sont en championnat, ils veulent juste aller à l'extérieur. Pourtant, il y a également les choix sportifs, les aspects financiers. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Lui par exemple qui a fait et l'Allemagne, la France, les Émirats et le Golfe et tout, ils en savent quelque chose. Donc souvent je crois que c'est en ce sens qu'il veut parler et également utiliser cette expérience de certaines personnes qui sont à la retraite. Pourquoi pas ne pas peut-être les amener donc dans leur structure comme consultants, les permettre également d'offrir ce qu'ils savent aux plus jeunes. Voilà, donc je comprends effectivement la démarche et là c'est une très bonne chose parce que je lisais pas plus tard que hier un article d'enquête qui révélait que près de 70% des joueurs après leur retraite se retrouvent ruinés. Et justement parce qu'il n'y a pas ce genre de conseil qui prépare donc l'après-carrière. Parce que la carrière d'un joueur tout au plus c'est 20 ans. Et lorsque vous ne faites pas d'investissement, je dis même le bon investissement dans votre carrière, après vous vous retrouvez au soir de votre carrière et que ça devient la fédération m'a laissé, j'ai parlé, on ne m'a pas écouté. Donc tout ça, c'est parce que les gens n'ont pas préparé l'après-carrière. Et je crois que cette structure, effectivement, qui se veut une structure de conseil et de consultation donc pour l'après-carrière, et je trouve que c'est très bien et ça s'inscrit en droite ligne de la vision de la fédération, justement, qui a à son sein un département chargé donc de la reconversion des anciens joueurs. Et je pense que c'est des idées quand même qui peuvent être mises ensemble pour le bonheur, bien évidemment, donc des sportifs burkinabés. Il y a une autre touche qu'il faut peut-être relever parce que cette structure PNP également dans la pose des pelouses. Quand on sait que le Burkina Faso a vraiment cette grosse plaie qui est vraiment où on contacte souvent des structures qui vont poser des pelouses dans nos différentes régions lors des festivités de 11 décembre et que ça ne donne pas. Vraiment, je crois que le ministère pourrait peut-être profiter de cette structure aussi qui, en tout cas, s'y connaît pour vraiment nos infrastructures sportives pour la beauté de notre sport. En bref, il faut venir révolutionner un peu la façon de faire le sport. Et c'est ce que nous aimons. Et nous espérons bien sûr qu'ils vont ouvrir également des petits, je dirais, des petites
pioche de formation, surtout à l'endroit de nos clubs quand même. Le placement voilà. Surtout des joueurs, j'espère donc qu'ils vont réussir des gros coups à l'image de ce que les autres font déjà, les Raïm, les Maïga et puis le reste, les Ahmed Touma et tout ça. Je pense qu'ils vont pouvoir le faire et je les souhaite quand même bon vent. En tout cas, on l'espère bien, on le souhaite bon vent également, Ibe Cabré. Et on continue dans cette émission en parlant de Super League et c'est le troisième sujet de ce soir. Super League, oui, une histoire qui a fait couler beaucoup d'encre au niveau international. 12 clubs qui se sont réunis, 12 meilleurs clubs du monde qui se sont réunis pour organiser un championnat qui allait titiller la Champions League. Alors, Ibe, qu'est-ce que vous pouvez dire sur la Super League? Qu'est-ce que la Super League, selon vous? Déjà, la Super League, il faut dire que c'est une scission des 12 des meilleurs clubs d'Europe qui génère le plus de revenus pour les instances comme l'UEFA et qui, à un moment donné, n'en pouvait plus donc de s'écouler suite à la pandémie de Covid-19. Donc, on décidé pour leur survie de créer une ligue, j'ai envie de dire parallèle, pour garantir plus de revenus et garantir donc leur survie. Donc ils ont voulu créer cette Super League. Il faut dire que c'est une idée qui existait depuis la nuit des temps et depuis les années 2000, c'est une idée qui a germiné et qui n'a pas toujours vu les jours parce que l'UEFA n'était pas pour, la FIFA également. Donc elle était toujours dans les tuyaux, sauf que la situation de la pandémie à Covid-19 est venue accélérer donc le processus et que les gros clubs qui ont les masses salariales les plus importantes n'en pouvaient plus. Donc il fallait trouver une idée pour pouvoir exister financièrement et la trouvaille c'est que il y avait une idée qui était déjà là, donc il fallait donc la mettre en forme et ça a été formalisé avec pour président celui de Real Madrid, avec celui de la Juventus, accompagné donc d'autres grands clubs d'Europe. Sauf que après l'annonce, il y a eu la désapprobation j'ai envie de dire du monde entier. Mais il faut dire que première ligue qui a commencé déjà à partir. En face, il y a eu quand même un travail de fourmi qui a été fait donc par l'UEFA, donc qui a abouti à ce qu'on mette donc ce projet en stand-by. Cette bombe. Ouais. Voilà. Et 12 clubs, maintenant il ne reste que 2. Mais qu'est-ce que ces clubs-là pesaient? 4, oui. Non, c'est 2. C'est 2. Le Real et le Barça. Non, le Real et le Juventus. Le Milan AC n'a pas quitté, le Barça est dedans, le Milan, la Juventus. Officiellement, c'est la Juventus et puis le Real. Non, il y a 4. Il reste 4 clubs. Bon, moi je crois que le Barça, la Juventus et le Milan AC. 4, 2. Il faut être objectif. Je crois que ces personnes-là également, ces manias du foot là, ils n'ont pas créé ça comme ça. Moi, je peux comprendre un peu leur frustration parce que je suivais un peu l'interview du président Fiorentino Pérez qui disait que les gens ne sont pas forcément pompés la tête pour suivre un match en octobre ou en septembre de Prague, Slavia Prague contre le Real. Par contre, en mars ou en avril, ils savent qu'il y a peut-être Liverpool, Real, il y a peut-être Milan, Barça, il y a peut-être... et à partir de là, ça gênait. Parce que pourtant, jusqu'à l'heure, l'UEFA nous donne, c'est les droits télé seulement que l'UEFA arrive donc à donner. Les sponsors, on ne sent pas où ça vient. L'argent qu'on gagne, à la limite, souvent même, ça ne vaut rien. Pourtant, c'est les grands clubs qui paient les grands joueurs, qui font les grandes compétitions. Et c'est là que c'est dans ça que les droits télé misent et ils profitent. Donc finalement, c'est comme si vous cultivez, vous prenez ce que vous cultivez là, vous donnez à votre voisin qui enlève une part et puis vous donne et vous partez encore, vous attendez l'année prochaine. Donc à un certain moment, suite à ces réformes annoncées qui n'étaient jamais venues là, et avec peut-être cette réforme de 36 équipes et tout, fallait un peu hausser le ton. Mais je crois que même si ça a été avorté, je crois que dans les coulisses on parle d'augmentation un peu, on va changer peut-être le coefficient. Avec ces clubs-là à organiser la Super League, c'est quel intérêt? L'intérêt, c'est qu'ils disaient qu'ils allaient peut-être prendre 20 équipes, les
les 12 équipes allaient être permanentes. Voilà, les 8 autres allaient peut-être venir en fonction de leur performance en championnat. Ils vont venir et ils vont peut-être faire une compétition fermée où c'est des grands matchs. Quand vous regardez toutes les équipes qui sont là, c'est des grands matchs et des sponsors américains étaient déjà prêts à financer. Et je vous assure que par concurrence à la Champions League, il n'y avait pas match. Il n'y avait pas match. Donc les gens allaient beaucoup plus préférer suivre ces chocs-là parce que les gens aiment suivre les chocs. Vous voyez un peu Barça, Real, comment est-ce que le monde court, c'est l'argent à la limite. Effectivement, on veut le beau jeu, les joueurs doivent être payés, il y a beaucoup d'argent qui est là. Avec la Covid, on voit que beaucoup sont en train de baisser même les joueurs pour pouvoir les prolonger parce que il n'y a pas assez de... Vous voyez, les stades sont vides, les gens c'est juste les droits télé. Donc, j'ai lu quelque part que la Ligue des Champions générait 2 millions d'euros par an, alors que la Super League allait générer au moins 10 millions d'euros d'ici quelques années. 10 millions d'euros. Oui. En fait, l'idée de créer la Super League là, n'était pas vraiment, c'est pas une mauvaise idée en quelque sorte, mais c'est peut-être la manière de le concevoir. Vous savez, déjà l'UEFA avait amorcé cette réforme de la Ligue des Champions, mais partait de façon crescendo, de façon beaucoup plus souple pour intéresser tout le monde. Alors que là, pour les grands clubs d'Europe, c'était genre une Champions League privée où c'est les grands qui se retrouvent pour jouer. Mais là, ils mettent un peu à la touche les petits clubs, les pauvres clubs, parce que vous savez, le Real tout comme le Barça, c'est les clubs qui sont les plus endettés, hein. Ils ont emprunté beaucoup d'argent pour s'acheter des joueurs, et pour le remboursement c'est un peu compliqué vu que les droits TV ne sont pas vraiment répartis à la hauteur, parce que la crise du Covid-19 est venue et qu'il n'y a plus de spectateurs, c'est seulement l'UEFA qui profite. Ces clubs-là avaient vu que non, cette façon de faire ne pouvait pas leur permettre vraiment de rembourser les crédits. Maintenant qu'ils ont créé cette ligue de façon brusque, on va le dire, parce que même si ça a été pensé il y a très longtemps, c'est quand même de façon brusque que le couperet est tombé et vraiment ça n'a pas plu. Vous avez vu que tout le monde, le côté social était mal accueilli. Non, parce que le côté social avait été oublié. Vous avez vu que les supporters ont marché. Vous avez vu le match d'Everton et Arsenal hier. Les supporters sont montés dans les rues pour vraiment manifester leur mécontentement par rapport à cette Super League qui allait vraiment amener les grands clubs et puis laisser les pauvres. Ça n'a pas été vraiment bien accueilli. Les supporters sont même montés à la FIFA, à l'UEFA pour crier leur ras-le-bol. Donc, vraiment, c'était la mauvaise des manières de le ficeler. Vous avez vu que le politique s'est ingéré. Le premier ministre britannique est sorti parler contre ça. Mais on ne peut pas. Au basket, ça marche un peu, mais ce n'est pas la même réalité vraiment au niveau du football. Mais est-ce qu'on ne peut pas accepter le football business? Parce que ça, on pourrait l'appeler comme football business. Mais le football, c'est quoi? Je finis rapidement. Le football ici, beaucoup le voient comme déjà un sport populaire. Un sport qui est né donc dans les rues avec des pauvres, des enfants donc de prolétaires qui le jouaient. On voit un peu, comment on appelle ça, dans les favelas au Brésil, comment est-ce que c'est un sport populaire avant bien sûr que ça nous génère de l'argent. Mais les gens se disent, bon, faut pas mettre l'argent devant pour pousser ceux qui sont riches seulement peut-être à faire de la bonne graine, à donner de la bonne sauce. Essayons quand même de faire profiter à tous. Bon, ça peut être bien, c'est vrai, mais à un certain moment, comme Fiorentino Pérez l'a dit, si on s'amuse d'ici 2024, nous allons tous mourir de faim. Donc on espère bien sûr qu'ils ne vont pas mourir de faim. Vous l'avez interrompu à un moment donné là. Pourquoi, en tout cas, on ne peut pas associer ce football au business? Non, je crois qu'il y a une campagne d'intoxication informationnelle concernant la Super League. Et là aussi parce que dans la démarche ils ont péché. Parce que d'abord il fallait passer donc par une communication et faire comprendre. Ça a aussi échoué, pas parce que l'UEFA ne voulait, pas parce que la FIFA ne voulait. Et sur le plan juridique, il n'y a absolument rien que l'UEFA puisse faire. Depuis là vous entendez les menaces en l'air, mais il y a incapacité totale de prendre des sanctions contre ces clubs-là. Parce que sur le plan juridique, ils sont véritablement protégés. Mais ça a échoué parce que les fondateurs donc, de cette Super League ont eu à un moment donné à faire face à leurs propres fins. Et
Et là, quand c'est comme ça, il y a une fracture à l'interne, ce qui n'est pas de l'intérêt des clubs. Vous voyez que d'autres ont fait marche arrière, en commençant par les clubs anglais et de tout. Là où il y a un travail de fond qui n'a pas été fait. Quand vous regardez les supporters manifester au Real, au Barça, il n'y a pas de manifestation. Au contraire, les gens soutiennent l'idée de cette Super League à l'interne, au Barça comme au Real, sauf ceux qui sont tapis dans les coulisses et qui veulent profiter donc de la présence de ces institutions-là. Donc du coup, moi je pense qu'ils ont péché dans la démarche. Et à l'arrivée, ils n'ont pas bien expliqué. Donc ça fait que derrière, et surtout il y a certains médias des pays qui ne sont pas concernés, ou dont les clubs n'ont pas été invités, qui se sont dressés farouchement contre, et ils ont manipulé l'idée derrière. Et lorsqu'on veut présenter le projet, on dit une Super Ligue donc, qui va concurrencer la Ligue des Champions. Non, moi je pense que c'est mal présenté comme ça. Parce que les promoteurs ont expliqué que c'est une question de survie. Effectivement, quand vous prenez... 3 milliards de francs CFA qui allaient et de millions d'euros qui allaient être donnés à chacun des clubs. Non, 350 millions d'euros par justement j'arrive qu'il a ces 3 millions d'euros. Oui, j'arrive parce que le truc c'est quoi? Quand vous regardez même le fonctionnement du football aujourd'hui, c'est de façon pyramidale. C'est-à-dire qu'il y a une grosse fondation où le football est populaire, mais il y a des clubs qui forment dans les banlieues et de façon large. Au fur et à mesure dont on trie les bonnes graines, et les gens et les plus méritants se retrouvent au sommet. Et le sommet, c'est où? C'est Real, c'est Barça, c'est Manchester. Et tout le monde souhaite que ce joueur se retrouve à un moment donné au Barça ou bien au Real. Mais où est-ce que ces clubs trouvent cet argent-là? C'est dans les revenus que génèrent par exemple les droits télé, les supporters surtout dans les stades. Quand vous prenez la répartition des revenus au niveau de l'UEFA, c'est quoi? Quand vous prenez les petits clubs, ça représente au moins 90 à 95% du budget. Ce que l'UEFA reverse, ça permet par exemple à un club comme, je ne sais pas, Caen, d'exister. Oui. Ce que l'UEFA lui reverse, ça lui permet d'exister en termes de salaire et tout. Ils n'ont pas de problème avec ça. Oui. Même jusqu'à 2025, il n'y a pas de supporters, eux, ça ne les dérange pas. Oui. Mais un club comme le Barça, ce que l'UEFA reverse, ça représente par exemple 10 à 20%, ça ne couvre même pas le salaire de Messi à un moment donné. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut que ces gens-là réfléchissent pour trouver une solution afin d'abord. On peut dire, bon, si c'est comme ça, arrêtez de faire les grosses signatures. Oui, d'accord, on est d'accord, on ne va pas signer Mbappé, on ne va pas signer Alan parce que ça coûte cher et les finances ne nous le permettent pas. Mais les gros contrats qui sont déjà dans les placards, qu'est-ce qu'on en fait? Si vous n'avez pas les moyens donc d'honorer ces contrats-là, où est-ce qu'on va? On va vous trimballer devant les juridictions et ça va salir des institutions comme le Real, comme le Barça, comme le Manchester United. Et l'UEFA derrière donc qui devrait apporter cette solution-là et qui devrait être beaucoup plus compatissant de la situation de ces clubs qui sont suffisamment endettés, il faut le dire, devrait apporter cette solution. L'UEFA ne le fait pas. L'UEFA derrière fait une réforme qui est davantage pourrie par rapport même à celle qui existe déjà avec cette formule de Champions League là. Donc les clubs se sont dit que s'ils ne font pas quelque chose, c'est eux qui vont disparaître, alors que l'UEFA va continuer d'exister et va continuer à manipuler les petites équipes. Donc je pense que l'UEFA a fait une communication qui a réussi à dresser les clubs de base contre les fondateurs donc, de cette Super League là. Et à l'arrivée, donc c'est un projet qui a été mis en stand-by. Oui. Mais moi je trouve ça. C'est en stand-by. Mais moi je trouve sa création suffisamment justifiée au regard donc, du contexte. Donc on va dire que la Super League allait être la bienvenue, en tout cas pour soutenir l'UEFA. Bon, bien sûr, parce que ça allait être la bienvenue, pas pour soutenir l'UEFA, mais pour survivre. Oui, voilà, parce que ça soulage aussi l'UEFA, puisque l'UEFA, parce que c'est une concurrence avec l'UEFA, parce que l'UEFA, si ces gens se retrouvent pour nous, il va laisser qui? Peut-être Bayern, Paris, et plus les petits clubs. Voilà ce que l'UEFA même gagne son argent. C'est à travers ces clubs qui ont fait dissidence pour créer la Super League. C'est les grands pourvoyeurs de revenus au niveau de l'UEFA. Et l'UEFA même jouait sa survie dans cette histoire de Super League. Si ces clubs-là quittent l'UEFA et créent une compétition parallèle, c'est-à-dire que l'UEFA même risque de tomber. Ils vont partir avec des grands annonceurs. Non, mais justement, donc ça peut jouer sa survie. Parce que
sauf que l'UEFA a pris le dessus en termes de communication. Ici, par exemple, ces équipes-là sortent, ils créent la Super League et tout, mais vous allez voir peut-être des groupes comme le groupe Canal qui va aller donc chercher les droits télé là-bas. Vous allez voir les RMC Sport, les Bing, parce que finalement, les téléspectateurs ne vont pas vouloir suivre des matchs donc de West Ham à Offenheim, des trucs comme ça, mais c'est Strasbourg, donc c'est des grands, les gens sont ici. Si c'était ça, on va se retrouver au stade pour magnifier nos Salitas étoiles finales. Il y a deux présidents qui soutiennent toujours. Oui, qu'est-ce qu'on va faire? Finalement, il faut peut-être trouver peut-être la matière. Je crois qu'il y a des négociations qui sont en cours. Ils vont peut-être laisser suivre un peu le coup. Ceux qui ont fait la pression, qui ont quitté, on verra bien, parce que d'après ce que Pérez disait, il dit ce qui est sûr dans 2 ans, des gens viendront taper notre porte pour négocier à ce que on ouvre la porte. Matériellement, aucun club n'est quitté d'abord. Il faut le dire. C'est des intentions. Voilà, ils ont formalisé leur intention de quitter et ils se sont retirés avec des travaux de communiqué. Sauf que pour quitter la compétition, dans le contrat que vous avez signé, c'est des contrats contraignants. Et si vous voulez quitter, il y a une amende de 300 millions d'euros que vous devrez payer. Donc forcément, c'est pas des gens, tant que vous ne payez pas le truc, vous n'êtes pas quitté. Oui. Donc vous êtes toujours dans les sérails donc, de la création de cette Super League, toujours porté donc par le Barça et le Real, qui n'abdiquent pas et qui croient toujours à leur projet et qui pensent que le football ne s'en sortira pas grâce à la Super League. Effectivement, sur le Barça ou le Real, le Manchester ou un truc comme ça s'écroule, c'est difficile. Le football va prendre un coup au niveau donc de l'économie. On me dirait pourquoi Paris Saint-Germain qui a le même on va dire que qui a la même masse salariale comme pourquoi le Bayern. Non, c'est pas le même modèle de fonctionnement. Vous savez, Real, Barça et tout, c'est des clubs qui appartiennent à leurs supporters et aux sociaux. Sauf qu'au niveau de Paris, même s'il n'y a pas de supporters, pendant 10 ans, Paris va exister. Vous savez comment est-ce que ça fonctionne parce que là-bas, c'est soutenu par... Derrière, il y a la main d'un État donc, qui est derrière Paris. Donc Paris s'en fout royalement de ce que l'UEFA va décider de quand est-ce que les supporters vont revenir au stade. Et à côté, il y a le Bayern qui a aussi un modèle de fonctionnement nationaliste. Et derrière, le Bayern n'a pas voulu. Mais quand vous regardez les sorties donc, du président du Bayern, vous savez donc qu'il est de tout cœur avec les clubs fondateurs, mais il ne se dévale pas. C'est des gens qui attendent de voir comment est-ce que la chose va marcher. Donc, actuellement, il y a 2 présidents qui y croient toujours, le président de la Juve et puis du Real. Comment ça va se passer? Est-ce que ça va aboutir? C'est le vaincre ou le périr, parce que tant que la pandémie sera là, vous allez voir que les mêmes manières de fonctionner de l'UEFA, ça va toujours exister et qu'on va tout droit à l'écroulement de ces grands clubs. Parce que c'est des clubs qui seront peut-être frappés par le fair play financier, parce qu'on ne peut pas dépenser plus qu'on en produit. Ces clubs-là seront rattrapés par ce fair play financier-là. Oui. Et si vraiment l'UEFA ne change pas vraiment de fusil d'épaule, je crois que les fronts... On met dans la Super League. Voilà, ils vont... vous êtes pour ou contre Adama Salamé, la Super League, vous? Je sais pas. Vous êtes neutre. Je suis neutre. Dianda. Non, pour ou contre, c'est peut-être demandé. Mais moi, je suis contre... Je suis pour peut-être la création d'une Super League, peut-être négociée. Peut-être le bras de fer comme ça, c'est pas bien, mais il faut peut-être revoir la façon de faire pour que également le téléspectateur profite. Voilà, on puisse en profiter. Même si peut-être, pourquoi pas, peut-être avec l'UEFA, trouver un canal, peut-être, de créer également quelque chose qui puisse être attrayant. Mais je crois que ici, l'UEFA, c'est comme au niveau de la CAF ici à un certain moment, on profite un peu des petits clubs, comme les petits clubs, ils sont nombreux, et voilà, eux, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'argent. Voilà, on essaie de les donner des petites... Bon, en fait, pour revenir un peu, on a failli avoir un petit parallèle comme ça au niveau de la fédération ici où on parlait de football business et football populaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué ici, on disait que c'est les grands clubs qui sont avec tel candidat, les petits clubs. Voilà, on a vu un peu ici. Mais c'est quoi? C'est les intérêts. Les petits clubs veulent devenir grands et eux, ils attendent que la subvention. Voilà. Et les grands clubs, la subvention, c'est juste pour payer quelques trucs. Eux, ils s'en foutent. Voilà. C'est comme une gouverne. Alors, Ibé, vous êtes pour ou contre?
à revoir vos analyses. Vous êtes d'accord avec cette Super League? Moi je comprends, j'essaie de comprendre la situation. Maintenant, il ne m'appartient pas d'être pour ou contre Saint-Chandré dans la démarche. Quand je regarde le contexte justificatif, je suis d'accord avec les créateurs, mais pas forcément pour la démarche. Donc, parce que ça a été suffisamment brusque sans avoir fait un travail de fond. Et la fronde des fans des clubs là, justement, est une preuve vivante que dans la démarche, on a tout de même péché. Mais pour la survie de ces clubs, il va falloir donc qu'on trouve quelque chose. Et surtout que... oui, il faut réfléchir à faire comment... Parce que vous avez l'impression que ce n'est même pas la préoccupation de l'UEFA, ou du moins, l'UEFA n'a même pas intérêt que certains clubs se hissent véritablement au sommet, et alors que les autres veulent continuer de dominer le football. Et on parle qu'on met l'argent en avant, sauf que dans la foulée, il me semble que le président de l'UEFA lui-même, il augmente à plusieurs reprises donc son salaire. Donc tout ça c'est quand même des incohérences. Et la création de la Super League, donc tout son justificatif dans tout cet ensemble d'incohérences là. Et la FIFA au passage, qui est contre la Super League en Europe, veut l'instaurer donc en Afrique. Pourquoi ces deux pas deux mesures? En tout cas, merci Diana et Ibrahim Tabré. Merci. Cet épisode n'est pas fini puisque c'est en stand-by la Super League, donc on va suivre également de près. Merci Dianda. Merci à Salambéré. Voilà, et merci à l'équipe de réalisation autour de Césaire Kafando. On se retrouve vendredi avec une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.